une histoire, mais un conte. Donc, il faut le lire. Et bien moi, j'ai décidé, pour vous, peut-être vous ne serez pas content, mais moi je suis content, je vais vous lire un conte que j'ai écrit moi-même. Si vous êtes d'accord. Vous-même? Bon, d'accord. Et même, je vous dirai que vous êtes les premiers à l'entendre, excepté 2 personnes, dont une est une très bonne amie, mais aveugle. Elle ne pourrait pas le lire, je le lui ai lu. Alors, je ne veux pas que vous soyez des aveugles, mais je veux vous dire, vous venez au 2e. Vous êtes les premiers, donc. Et ce conte-là va s'appeler le Fabliau. Il n'est pas publié encore. Et c'est pour ça que je fais une petite introduction, parce que c'est comme si je vous offrais un manuscrit au lieu du livre. Le livre n'est pas publié, vous entendez donc pour la première fois. Alors, je ne dis pas bonne lecture, mais bonne écoute. Le fabliau, c'est l'ancien mot qui a donné plus tard le mot fable. Et moi, je viens d'un peuple de l'oralité, où j'ai étudié beaucoup plus la littérature orale quand j'étais enfant que l'écrite. Plus tard, je suis venue à l'écriture. Mais le fabliau est à l'origine de la fable, comme l'oralité est à l'origine de la littérature. Donc, je vous lis une petite préface, dédicace. J'ai dédicacé ce fabliau à pour le vieux encore jeune ou le jeune déjà vieux, qui entre dans ce texte en caillouettant des yeux. Pour le fou ou le sage, et sans rime ni raison, qui sans rime ni raison, farfouille dans les mots de saison en saison. Pour le grand visionnaire, qui survole la distance, ou le sous-entendant, qui réveille le silence. Pour le géant fragile, ou le nez gigantesque. Parcourons du même pas cette étonnante fresque. Voici le nouveau conte, ou fable, ou fabliau, qui mène des origines jusqu'aux temps nouveaux. Ça s'appelle le fabliau des temps nouveaux. Village que j'ai bien connu il y a longtemps, vivaient les pinchots qui rêvaient d'un enfant. Oui, un mignon petit malin, tout semblable à ceux qu'ils voient bouger chez les voisins. Du côté sud, le couple Rossignol avait accueilli un oiseau du printemps qui chantait des turlurettes, à toute heure et à tout vent. Les barbeaux, à l'est, avaient adopté un joli poisson qui faisait des ronds dans un bocal. Au Suroît, la famille La Violette, pour faire les choses autrement, avait décidé de transplanter au pied de la fontaine une ravissante fleur bleu mauve qui embaumait leur jardin. Enfin, pour boucler la boucle du cercle carré, côté nord, un matin, à mi-chemin entre l'hiver et l'été, les chabots avaient entendu gratter à leur porte un beau chat bien rond qui était entré comme chez lui, la tête haute et la queue plantée tout pareil à une chandelle dans son chandelier. Il ronronnait et se pourrichait les moustaches en jetant un œil au rossignol, ou bien louchait du bord du barbeau à l'occasion. Reniflait la petite Violette. Oh oh! Les parents de l'oiseau à plumes, du poisson en écaille, autant que ceux de la fleur aux pétales parfumés, tous d'un coup d'œil ont avisé leurs enfants. Et pour mieux les protéger, chacun s'est mis à garder son oiseau en cage, son poisson dans son bocal, ou la fleur bien enracinée dans le sol qui s'abreuvait à l'eau claire de la fontaine. Prudents, les chabots ont compris qu'il valait mieux pour l'instant attacher leur beau chat non loin de sa litière,
solidement amarré au poteau de la galerie. Puis la vie a repris ses droits. Il s'est remise à turluter, miauler, flagosser dans l'eau claire et parfumer l'air du temps dans ce village que j'ai bien connu il y a longtemps, longtemps. C'était le bon temps. Sauf pour les péchos, privés de progéniture, pour égayer, charmer ou embaumer leur beau jour, et qui se sont mis à traîner de la patte, bavés par les yeux, gémir par les narines, puis loucher par la bouche. La vie n'est pas juste, grognait le bonhomme, pas juste pantoute. Toute une matinée, il grogna, rouspétant. La bonne femme le regardait de travers. Tout d'un coup, elle secoue son tablier, plonge les nez jusqu'au coude dans la farine, puis se met à barboter furieusement dans la pâte. Bêtement, le pouce de la main droite et le majeur de la gauche se sont enfargés l'un dans l'autre au grand cri de la boulangère qui sitôt appelle le restant de ses doigts à la rescousse, la guerre des doigts. Je peux vous jurer. Et là, voilà l'armée digitale à l'attaque. Pouce, majeur, index et annulaire qui s'encerclent, avancent, reculent, se replient, pendant que les deux auriculaires, trop petits pour entrer en guerre, commencent par se recroqueviller, puis tranquillement reprendre confiance et finir, croyez-le ou pas, par éclater de rire, en voyant voler la farine jusqu'aux narines de la boulangère. La bataille du siècle qu'elle s'exclame enfin, à bout de souffle et les mains tout empâtées. Elle secoue la tête et voilà par ses yeux qui accrochent une motte de levure au fond de la huche. Comment qu'elle fait? En arrondissant ses prunelles en boule de cristal. Et elle essuie ses doigts nerveux sur son devanton. Qu'est-ce que je vois? Au bout du pétrin, la pâte se gonfle. Elle est en train de se mettre en boule, la parole. La boulangère ébarbuie soulève le moton avec précaution, l'examine, le tourne à l'envers, à l'endroit, puis s'arrête d'un coup sec, quelque chose a gigoté au creux de ses paumes. Ah! La pauvre Mme Sprinch, qui rêvait d'enfant depuis la nuit des temps, sont coulées sur ses joues des larmes, grosses comme des billes, qui roulent le long de son nez, puis s'en viennent tomber, plouf, dans sa pâte à pain. Et voilà les sanglots qui, sans prévenir ni demander permission, creusent dans la miche des yeux, des trous de narine, une paire de babines, puis de chaque côté de la tête, comment? Deux coquilles rondes et longues, pareilles à des palourdes de deuil. En voulant ravaler leurs larmes, les yeux ont plongé jusqu'au ventre de la brioche. Et là, ils ont vu. Pas possible. Un bouton en train de s'enrouler sur lui-même au beau mi-temps de la bedaine, un nombril. Tout doucement, elle soulève son bonhomme de pain, pas plus gros que son poing, l'examine de haut en bas, de bas en haut, de face, de dos, lui caresse le visage, fait de la tête jusqu'au bout du menton, puis elle se souvient. Une comptine aussi vieille et vaste que le monde qui se met à danser dans sa gorge. Menton fouchu, bouche d'argent, nez quinquin, chourouti, jouy, petit œil, gros œil, titus, gloutus, pas comme Ayoche. Vous avez entendu déjà? Le poc sur le front du bébé, naissant, fait éclater sa coquille. Et la première chose que semble frissonner dans son gosier le petit pain, c'est un clou-clou qui tout d'un coup s'éclabousse en bourrasque de rire. Un rire fou qui vient se cogner au firmament, qui réveille les comètes, les pleines lunes et les croissants. Il rigole que fait sa mère en serrant contre sa poitrine gonflée de bonheur son premier nouveau-né. Avec le cœur au bout des doigts, elle lui caresse les joues, chaufflues, la caboche pointue,
et lui tire les pattes qui gigotent et finissent par se cogner au bâton de ses oreilles. Les lobes ont vibré, puis la mère pense, elle croit, elle est sûre qu'elle a entendu baragouiner des mots. Faut pas que je m'écarte jamais. Qu'est-ce que c'est ça? Mon bonhomme parlerait-il déjà? Elle se saisit, à croire que son petit descendant du singe se prendrait pour un homme à cette heure. Et sans faire ni un ni deux, la bonne femme Pinchot rajuste son chignon, enveloppe doucement ses deux mains, des deux mains son bébé crouton et laisse son sourire se fendre jusqu'aux oreilles. Tiens mon grand, qu'elle fait, en le déposant sur un réchaud. Grouille pas de là, grouille pas ton nid et passe une bonne nuit. Demain tu seras un vrai petit Pinchot. Saoule de bonheur, elle s'en va sur la pointe des pieds, dormir et rêver auprès de son homme. Une longue, longue nuit, aussi longue que celle de la belle au bois dormant. Au petit matin, des sons bizarres la réveillent, quelque chose comme des effilochures de noms et de verbes, des phrases escamotées qui montent de la cuisine. Elle saute dans ses pantoufles et descend 3 marches à la fois. Rendue au réchaud, la bonne femme se pince les lèvres et s'agrandit les yeux. Plus de brioche, plus de pain chaud, plus rien. Elle s'affole, s'attrape la terre, renifle son dernier souffle des 2 narines et soudain, elle sent quelque chose lui filer entre les chevilles, puis elle l'aperçoit qui court entre les pattes de table, saute et grimpe jusqu'au sommet du buffet où ils se mettent à marmotter. Waouh, waouh, maman, papa! Bonhomme et bonne femme Pinchot étaient tombés en bas de leur chaise. Si heureux d'avoir enfin un enfant, qu'ils en avaient même oublié leur rôle de pape et laissé le petit pain courir, hurler, grimper dans les rideaux et jouer tout à son aise le restant de son premier jour. Le plus beau jour de leur vie, aussi long qu'un millénaire, mais plus court qu'une minute, avait suffi à l'enfant brioche pour découvrir le voisinage et se faire des amis. Il avait commencé par ouvrir ses oreilles en forme de coquille pour y laisser entrer les trilles du rossignol, puis arrondir ses yeux pour mieux voir les cabrioles du barbeau. À la fin, dilater ses narines sous le muscle de la violette qui s'enfourne dans le gosier du Pinchot, lui glisse le long de la gorge, qui finit par se faufiler dans son petit cœur qui en pleure de bonheur. Rendu à la brunante, comble de joie, qu'est-ce qu'il aperçoit? Si c'est pas le beau chat des chameaux, tout poilu de la tête à la queue, et qui de sa voix grave et de son œil coquin barre la route au petit pain. Yaou, you, approche petite brioche, viens me chatouiller le bout du nez. Le bonhomme naissant ne laissa ni la peur, ni la méfiance égratigner son bonheur. Et c'est comme ça que la vie du nouveau-né, dénommé Pinchot, s'épanouit dès son premier jour au mi-temps de ses 4 compagnons. Viens-t-on vite jouer avec nous autres? Bûcher tous ensemble, chacun dans sa langue, l'oiseau, le poisson, la fleur et le chaton. Non, le chat ne bûchait pas, il miaulait, comme s'il avait eu du miel et du lait qui lui coulait le long du gosier. De même, l'oiseau, sans articuler, trémolait les 7 notes de la gamme en mode mineur, tandis que le poisson, avec ses ronds de danse, dessinait des mots dans l'eau. Enfin, la fleur, tout en douceur, livrait ses confidences en inondant l'air de ses 36 parfums. C'est ainsi que le petit Pinchot capta bien vite les rumeurs et les dires, ou si vous préférez le langage de ses camarades
qui lui entrait par les oreilles, par les yeux, par le nez. Quant au chat, en frottant sa fourrure contre la croûte du petit pain, autrement dit par les caresses et les chatouilles, il s'adressa au dernier arrivé dans la bande des joyeux compagnons. Et dès ce moment-là, le crouton comprit qu'avec le chaton, il pourrait converser quasiment dans la bande. Pourtant, entre l'oiseau qui chante, le poisson qui valse, la fleur qui parfume et le chat qui caresse et ronronne, le pinchot s'aperçut tout à coup qu'il était le seul de cette joyeuse troupe qui savait rire. Ce qui le distinguait déjà drôlement des autres, sans pour autant l'empêcher de partager les yeux de la bande d'éberlués, les jeux plutôt de la bande d'éberlués. Pour tout vous dire, en leur compagnie, ils savaient grandement profiter de la vie. Et bien vite, en les fréquentant, le petit bonhomme apprit à chanter, nager, courir et faire le beau dans ces milles en terloupettes qui émerveillent papa et maman Pinchot. Par les petits, ancienne expression pour petit à petit, les jours se sont mis à s'allonger en semaines, et les semaines en mois, et les mois. Pinchot n'était pas encore assez savant pour compter les années. Il savait que tranquillement, il s'aperçut qu'il trouvait ses jeux de la veille plus ou moins enfin. Les jours se ressemblaient tous et se répétaient beaucoup. Il lui fallait inventer autre chose. Il pourrait, par exemple, nettoyer la cage de son ami rossignol, ou changer l'eau du bocal où nage le barbeau, ou encore arracher la violette de ses plates-bandes et la transplanter en sol plus attrayant pour enfants qui vivent leur tour des jeux. Tiens, qu'il se dit, s'il demandait au beau chaton de traverser la rue pour venir l'aider à refaire les nids, comme maman Pinchot lui avait appris à faire le sien chaque matin. L'aider à bâtir et embellir les logements de ses camarades, ces nouveaux venus les plus amusants et les plus inoffensifs du village. Miaou, que répond le matou désolé. Hélas, son cordon n'est pas assez long pour atteindre tout le voisinage. Une chaîne, Minou? Une corde? Quelle horreur! Laisse-moi te décorder. Et notre petit père, malgré sa minuscule taille, déjà si ingénieux qu'il réussit à démarrer l'amarre de l'anneau qui tient le chaton prisonnier. Et le tout réjoui, voilà le beau chat en liberté. Youpi-laïe, youpi-laïe. Tout à coup, oh oh, sapristi, saperli, popette, catastrophe. Maman, papa, le petit père, encore chaud, huche au secours. Dans le village que j'ai si bien connu, tout était chambardé, à l'envers, sur du dessous. Le chat qui avait essayé d'attraper en même temps le poisson par la queue et l'oiseau par le bec, avait fini le bec à l'eau et sa stratégie se terminait en queue de poisson. Par une chance inouïe, le poisson et l'oiseau avaient réussi en une demi-seconde à se sauver. L'un sur la plus haute branche du chêne